aider toutes nos entreprises, la nôtre compris, hein, Serious Factory, pour ceux qui ne connaissaient pas, et à développer les compétences. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Christian Guetton, qui est notre directeur du Digital Learning aussi, et qui connaît très très bien ces métiers-là. Et ensuite, il donnera la parole à David Prado, que nous avons présenté juste avant. Voilà. Donc, Christian, à toi. Alors, juste sur les modalités, hein, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le fil de discussion. Et puis, on a donc toute une partie de l'heure qui est devant nous, qui est réservée en fin de session à essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure qu'on déroule les informations à poser vos questions et puis on essayera d'y répondre au maximum. Sur la partie, avant d'entamer les chiffres, et puis je ne vais pas vous assommer avec ça non plus, hein, mais juste peut-être repositionner effectivement Serious Factory sur notre vision. William le disait à l'instant, il y a cette notion d'innovation qui est très importante aujourd'hui, et ça fait partie de notre ADN chez Serious Factory dans une logique de donner en fait les moyens aux apprenants et aux sachants d'échanger au maximum et de transmettre au maximum et d'acquérir et de développer des compétences. Donc, on est vraiment sur ce positionnement-là de développement et de renforcement de la compétence, et on a par expérience, et William disais qu'effectivement, j'avais un peu de background sur le sujet parce que ça fait un moment que je travaille dessus, puisque j'ai commencé à intégrer le multimédia au service de la formation en 1991, donc ça ne date pas d'hier. Et ce que j'ai pu en tirer au fil de ces années-là, donc de l'usage du numérique au travers en tout cas inscrit dans des dispositifs de formation, c'est que quand il est bien utilisé, il va effectivement permettre une meilleure rétention, un meilleur engagement des apprenants et donc une meilleure expérience apprenant. Donc ça, c'est un des vrais sujets. On verra dans les chiffres qui apparaissent que ça fait partie également des interrogations que se posent les entreprises sur cette digitalisation de la formation. Dans les chiffres, on a commencé par identifier, donc on a la chance d'avoir depuis quelques années maintenant un baromètre sur les chiffres français, hein. Il s'agit des chiffres français. Aux États-Unis, on a des grosses études, et puis à un niveau mondial, mais qui sont souvent très impactées par les modalités US, et en fait, qui ne sont pas forcément très adaptées à notre marché. Donc, je me suis recentré sur le marché français, et les chiffres sur le marché français, on n'a pas beaucoup de sources, mais on a la chance d'avoir depuis quelques années un baromètre qui est édité par l'ISTF et qui nous donne quelques indicateurs. Et donc là, ce sont des chiffres assez récents puisqu'ils concernent l'année 2020 et donc ils ont été publiés début 2021. Et on s'aperçoit qu'en fait, les deux éléments majeurs qui ressortent dans les intérêts, enfin pourquoi est-ce qu'on se tournerait vers le digital et le digital learning notamment, c'est l'amélioration de l'efficacité pédagogique des formations. Donc parmi tout le panel interrogé, il y a une grosse partie qui sont des entreprises privées de plus ou moins grande taille, et puis il y a une partie qui sont organismes de formation. Donc on a vraiment les deux angles de vue. Et donc c'est l'amélioration de l'efficacité pédagogique et cette capacité à être réactif face aux enjeux business. Donc ça, c'est les deux éléments majeurs, les deux intérêts majeurs du digital learning aujourd'hui. On arrive avec les outils tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, de production notamment, à répondre favorablement à une des promesses initiales du e-learning, mais qui n'a pas été tenue pendant très, très, très longtemps et qui a failli faire d'ailleurs un peu disparaître cette approche, qui est le juste à temps. Pouvoir dispenser une formation juste à temps avec les outils digitaux, aujourd'hui, c'est possible. Il y a quelques années, il fallait encore 6 à 8 mois pour pouvoir sortir un module e-learning. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, cette nouvelle possibilité offerte par la technologie permet de répondre à ce critère-là et de donner beaucoup plus d'intérêt au digital learning, donc ce côté réactif face aux enjeux business. Et puis, la meilleure appropriation et puis l'évolution des collaborateurs également, je pense en termes de moyenne d'âge, par exemple, et d'usage de la technologie, fait que l'intégration dans le dispositif de formation fait que le digital est mieux adopté et améliore l'efficacité effectivement d'une ingénierie de dispositifs. Donc ça, c'est les deux points essentiels sur les intérêts. Je ne vais pas balayer tous les autres éléments, évidemment.
sur comment tirer profit du digital learning. On a des freins aujourd'hui, malgré tout, malgré cette volonté, etc., on a des freins. Et le premier des freins, et qui c'est assez intéressant parce que ça prêche pour notre paroisse d'aujourd'hui, qui est le partage d'expérience de David, mais ça prêche également sur le discours que l'on tient au sein de Serious Factory, c'est le manque de compétences en interne, que ce soit dans les organismes de formation, que ce soit dans les organisations, pour créer des contenus digitaux. Ça, c'est le frein majeur. On ne sait pas faire, en fait. Donc, il y a un vrai gap entre on a besoin de faire, mais on ne sait pas faire. Et puis, bon, les autres éléments, c'est le manque de temps et le manque de budget alloué à ce genre d'approche-là. Donc, ça, c'est assez important aussi parce que, quelque part, finalement, on s'aperçoit que malgré l'identification que ça a un intérêt, malgré une volonté d'y aller, et même avec peu de moyens, finalement, il manque énormément de compétences. Et donc, il y a un travail à faire en interne dans les organisations, que ce soit pour les organismes de formation ou les organisations, de monter en compétences vers, on va appeler ça le formateur 2.0, en tout cas un formateur capable de transformer ses pratiques habituelles de présentiel et de face-à-face pédagogique en des outils et une ingénierie de dispositifs adaptés à l'utilisation du digital. Ce qui fait qu'en l'état, tout est lié, hein, il n'y a pas de surprise, finalement, la vision de l'efficacité des modalités d'apprentissage pour les donneurs d'ordre et pour les gens qui ont été interrogés lors de cette enquête, ce qui marche le mieux, c'est le présentiel. Ça reste encore ancré dans les esprits. Ça diminue, hein, ça se rapproche énormément maintenant avec le virtuel. Les courbes se rapprochent en fait. Et c'est identifier aussi la classe virtuelle. Donc, pour moi, il y a une espèce de croyance derrière ça parce que beaucoup se sont dit finalement, la classe virtuelle, c'est jamais que du présentiel, mais par écran interposé. Et David pourra témoigner des dégâts collatéraux que peuvent avoir ce genre de préjugés, de stéréotypes. Et puis après, on a d'autres modalités qui sont l'apprentissage rapide, le e-learning scénarisé, etc., etc. Et petit à petit, en fait, en fin de tableau, on trouve des modalités qui ne sont pas privilégiées, comme le serious game ou la réalité virtuelle, par exemple. Mais c'est souvent non pas parce qu'elles sont considérées comme inefficaces, mais parce qu'elles sont imaginées et considérées, et là aussi c'est un préjugé, comme onéreuses, nécessitant beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Ce qui n'est pas forcément le cas. On le sait forcément chez Serious Factory, puisque ça fait partie de notre ADN de démocratiser l'accès à ces modalités d'apprentissage-là avec nos outils. Mais on le voit, il y a de plus en plus sur le marché de solutions qui permettent de créer ce genre de modalités pédagogiques digitales sans pour autant y consacrer des budgets énormissimes. Donc voilà, sur les différentes tendances, on va dire, en tout cas de la manière dont les donneurs d'ordre et les acteurs de ce marché voient les choses. Et puis le dernier slide sur les chiffres, il est intéressant aussi parce qu'il montre là une vraie évolution. C'est comment est-ce qu'on produit des contenus. Et on a une évolution majeure d'une production interne. Alors, Covid a aidé aussi, hein, à un moment donné, évidemment. Comment est-ce que je produis mes contenus et d'où vient l'expertise? On a l'expertise en interne. Débrouillons-nous pour la transférer vers nos collaborateurs. Donc, on est à 62% de production interne. C'est 8 points de plus que l'année d'avant, donc le baromètre 2020 basé sur les chiffres de 2019, donc c'est énorme quand même. Et il y avait cette volonté qui était inscrite, hein, elle est inscrite depuis, je vous dis, ce baromètre existe depuis 6 ou 7 ans maintenant, et ce chiffre est en progression permanente, à la fois dans la réalité, dans le constat de l'année passée, et dans l'intention annoncée pour l'année à venir. On a eu la confirmation là en 2020 de cet accroissement qui était
imaginé et qui s'est vraiment concrétisé, qui a été accéléré un peu plus, qui s'est concrétisé plus que prévu en fait. Voilà, je vais y arriver. Donc d'internalisation de la production des contenus. Donc l'internalisation de la production des contenus, quand on voit les slides qu'on a vus avant, je manque de compétences, je n'ai pas forcément les outils et en même temps il faut que je produise en interne, ça soulève des sujets et là aussi c'est pour ça que l'idée d'avoir David qui nous partage son expérience, ça soulève des sujets de pertinence de ce qui va être réalisé en fait, parce que faire en interne c'est bien, mais si c'est pour faire des choses qui ne correspondent pas aux attentes des apprenants ou à la stratégie de développement des compétences de l'entreprise, il va y avoir des problèmes. Et sur les deux autres sources d'acquisition de contenu, de développement de contenu, l'externe, donc sur étagère, donc les catalogues qu'on connaît tous de Segos, Cross Knowledge et autres outils de formation en langue, par exemple, etc. Donc, il y a une vraie diminution. On verra pour 10 jours après. Et sur les outils de production de contenu externe sur mesure, donc les appels d'offres plus ou moins restreints, etc. Donc là, on confie à un prestataire externe. Là aussi, il y a eu une diminution et ça ne représente plus que 21% de l'acquisition des contenus par les organisations. Donc voilà pour les chiffres, j'en ai fini là-dessus. Je vais laisser la parole à David, qui a été donc très concerné par ce côté un petit peu accélération urgence, concerné par tous les chiffres essentiels que je viens de donner sur la mobilisation de compétences, sur la nécessité d'outils, sur ces différents sujets-là. Et donc, David, écoute, c'est à toi. Ok, merci Christian. Je vais me présenter rapidement. Je n'ai pas fait de support pour me présenter. Donc, rapidement, puisqu'il y a eu quelques changements dans l'entreprise SNCF qui datent de 2020. On est en fin de compte, la SNCF est morcelée en plusieurs sociétés anonymes. Donc, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, SNCF Voyageurs, SNCF Fret. Voilà. Donc, moi, je représente SNCF Voyageurs. Donc, pour faire simple, SNCF Voyageurs, c'est tout le transport des voyageurs par rail de l'entreprise SNCF. Donc, autant les TGV que les trains régionaux ou les trains en Île-de-France, ce qu'on connaît un petit peu mieux dans nos trains du quotidien. Donc, voilà. Et moi, je travaille donc dans le département compétences de la direction industrielle de la SNCF Voyageurs. Donc, j'apporte mon expertise et mes conseils en formation sur différents périmètres, plutôt techniques et même plutôt orientés sécurité, ce qui est un des fondamentaux de l'entreprise. Là, je vais reprendre donc, le contexte. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez et vous l'avez subi autant que nous. Donc, mars 2020, confinement. Donc, je vais revenir. Attends, je vais dérouler vite. Voilà. Donc, mars 2020, confinement, situation d'urgence. Comment on adapte nos formations parce qu'on ne peut plus faire déplacer les gens, on ne peut plus les accueillir. Donc, la solution qui émerge, c'est la formation à distance, mais pas que, des petites variantes, la possibilité de faire des contenus digitaux disponibles sur des plateformes. Donc, une adaptation des contenus nécessaires, et ça, je reviendrai un peu plus dessus. Et puis, je vous parlerai aussi des contraintes et des atouts qu'on y a trouvés, parce que beaucoup de contraintes, mais pas mal d'atouts quand même en fin de compte, ça a été un vrai accélérateur, cette situation. Et puis, à la fin, je vous donnerai quelques préconisations sur ce que nous, on a fait et ce qui peut être intéressant pour vous. Ok, tu peux passer à la suivante. Donc, le contexte, l'élément déclencheur, comme je vous disais, confinement. Donc, on nous impose des mesures de confinement. Donc, la formation à distance, c'est vraiment la première chose à laquelle on est pensé. On ne peut plus faire venir de stagiaires en présentiel. On a besoin de continuer à former des gens parce que
Notamment, on a une spécificité, nous, qui sont sur les formations liées à la sécurité. Que si les gens ne sont pas formés et s'ils n'ont pas leur attestation de formation, ils ne peuvent pas remplir leur mission. Donc ça, c'était une vraie contrainte. Pour petite anecdote, début mars 2020, je travaillais avec l'Espagne et puis je travaillais un petit peu avec les autres pays européens aussi. Et je reçois une alerte de l'Italie qui nous indique que ils autorisent les formations sécurité à distance. On est dans une situation un peu plus tendue que la nôtre à ce moment-là. Et donc, on reçoit ces informations-là. Donc, on a alerté tout de suite les centres de formation en disant il va falloir qu'on réagisse comme réagit l'Italie parce que sinon, on va se retrouver vite en difficulté. Et 3 jours après, on était confinés. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est de se dire qu'on va être obligé de continuer nos formations parce que sinon, on va se retrouver bloqué. Donc, comment on fait on se dit quelles sont les formations concernées, impactées. Et puis, on se dit on va partir sur des modes expérimentaux parce que la classe virtuelle, c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place à l'époque, donc il y a 3 ou 4 ans, avec pas mal de freins. C'est ce que disait Christian. Les gens ne comprenaient pas trop pourquoi faire de la distance, mais non, ça va pas bien fonctionner, les gens ne vont pas être attentifs. Les gens, ils sont loin, ils sont derrière un écran, donc ils vont répondre à leur mail au lieu de suivre la formation. Donc, typiquement, les réponses de gens qui ne savent pas ce qu'est une classe virtuelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire de l'expérimentation. Là, de toute façon, on se retrouve au pied du mur, on n'a pas le choix. Et puis, donc, on commence à réfléchir, mais comment on peut faire? Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été lancées. Premièrement, on s'est dit, on va utiliser un outil qu'on utilise dans l'entreprise. Nous, on utilise Teams. Et puis, on va demander aux formateurs d'animer leur formation. Donc, ils reprennent un peu leur support, puis ils essaient d'animer ça un petit peu comme ils peuvent avec l'outil Teams. Tout de suite, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode. Autre solution, on avait fait quelques expérimentations auparavant avec un outil qui s'appelle Adobe Connect. Et là, on s'est dit, on va utiliser ça, mais là, on va se faire accompagner. Et donc, on a fait appel à un prestataire externe pour vraiment nous accompagner sur le développement de classes virtuelles. Donc, deux axes. Un interne en autonomie avec l'outil utilisé par tous. Et puis, une autre option qui est d'utiliser un outil très connu sur le marché de la classe virtuelle avec un accompagnement par un prestataire. Je veux bien que tu passes à la suite, Christian. Alors, donc là, il a fallu se dire, on va transformer dans l'urgence. Premièrement, donc, former à distance, ça veut dire, question, est-ce que je prends mes PowerPoint et je les défile et je continue à faire ce que je pouvais faire en présentiel? Alors déjà, notre conviction, c'est qu'en présentiel, ça ne marche pas très bien et on est vraiment plutôt sur une inspiration de tout ce qui est sciences cognitives avec les interactions, la mise en œuvre de différents sens, de différentes modalités. Et on s'est dit, ça, il faut rester sur cette voie-là, donc maintenir cette relation pédagogique qu'on a mis en œuvre aujourd'hui dans nos formations présentielles, mais les adapter avec l'écran interposé. Alors, moi, j'ai tendance souvent à dire que quand je fais une classe virtuelle, c'est du présentiel à distance. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas l'interaction. On n'a pas l'interaction. Mettre de la pédagogie active dans une salle quand on est présent avec les gens, c'est beaucoup plus facile. À distance, ça pose des soucis. Et on s'est dit, ce qu'il faut, c'est maintenir l'attention. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, ce qu'il faut, si on veut maintenir l'attention des apprenants, c'est de mixer les apports, mixer les situations, le moins de descendants possible, parce que l'expositif, c'est très compliqué.
faire agir, faire voilà, qu'il y ait de l'interaction avec les apprenants. Donc, la classe virtuelle, ça a été vraiment l'outil majeur qu'on a préconisé dans cette période. Et puis, ça nous permettait de dire, on a des gens qui venaient en salle, voilà, présentiel. Là, c'est plus possible. On est un peu en rupture, mais il faut quand même qu'on reste sur quelque chose qu'ils connaissent. Donc, le lien entre le formateur et les stagiaires, c'était vraiment ce qu'il y avait d'important. Donc, conserver un mode synchrone. Les gens sont obligés de se connecter, voilà, d'être attentifs. Et on va faire en sorte au maximum de conserver tout ce qu'on avait déjà mis en œuvre côté présentiel. Je veux bien que tu passes à la suivante. Donc, première étape, les contenus pédagogiques. C'est comment on conçoit une formation à distance. Donc, il faut bien sûr maintenir le lien, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut aussi que l'apprenant ait envie de le faire. Alors ça, c'est un petit peu difficile parce que quand on fait venir les gens, donc ils sont dans une démarche de je me lève, je vais au centre de formation, je m'installe, je suis dans une salle, il y a du monde autour de moi. Donc ça suscite déjà une envie d'apprendre et il y a tout un contexte pédagogique qui est vraiment intéressant. Là, ça veut dire qu'il faut essayer de retrouver ça par écran interposé. Donc, ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est donner envie à l'apprenant de se connecter. Donc, il faut lui simplifier la tâche. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, comment est-ce que je construis à distance? Donc, il faut un parcours. On ne peut pas se dire, je vais faire une formation. Nous, on s'affronte. Voilà, on était confrontés à une problématique. On avait des formations qui pouvaient être de 4 jours en salle, 4 jours de présentiel. Et la question, c'est de se dire, mais comment je fais 4 jours en distanciel? Je ne peux pas mettre mes stagiaires 4 jours derrière un écran à écouter le formateur. Ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est dit, il faut qu'on écrive des parcours, qu'on définisse des séances. Il faut que les séances ne soient pas trop longues. Il faut qu'elles soient intéressantes. Il faut que ce soit interactif. Il faut que ça donne envie de se connecter. Et surtout que ça donne envie de ne pas se déconnecter. Donc ça, c'était vraiment le gros travail de se dire, je vais reprendre les objectifs pédagogiques. Je vais les retravailler. Je vais peut-être essayer de simplifier. Je vais essayer d'aller plutôt à l'essentiel. Donc voilà, c'est vraiment le travail qu'on a fait. Donc on a découpé les formations. On a fait des petites activités. On a fait des petites séquences, c'est-à-dire, voilà, j'ai 4 jours de présentiel, comment je vais découper ça? Eh bien, des petites séquences, des pauses, des activités différentes en fonction des séquences qu'on a construites. Après, c'était adapter les supports, parce que si je présente un support en formation avec une vidéo, un grand écran, avec des gens en salle qui regardent, ça peut fonctionner avec certains supports. Maintenant, si je fais à distance, il faut que j'intègre le fait que j'ai des gens qui ont des ordinateurs avec des grands écrans, des petits écrans. On a été confronté à un sujet qui était de se dire est-ce que tout le monde a un ordinateur? Il y a une des premières formations, des premières expérimentations qu'on a fait où on avait un stagiaire qui n'avait pas l'ordi, il avait une tablette. Et bien là, ça a été très compliqué parce que quand on réfléchit, on avait réfléchi avec un support ordinateur. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui a une tablette. Ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et le support n'était pas adapté à la tablette. Il a fallu aussi réfléchir sur les évaluations. C'est comment on évalue à distance. C'est beaucoup plus facile d'évaluer. On a de l'interaction en salle. Là, comment on va faire? Pareil, il y a plein d'outils existants. Ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Et puis, on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper des séquences. On va mettre beaucoup d'interactivité. Il faut qu'on aille chercher des activités. Et comme on est à distance, on s'est dit, allons chercher qu'est-ce qu'on a comme ressources digitales possibles pour pouvoir animer. Qu'est-ce qu'on a comme outil déjà nous, en interne qu'on utilise dans des sessions présentielles. C'est tout à fait utilisable et transposable. Qu'est-ce qu'il existe en plus qu'on pourrait faire?
il faut qu'on crée vraiment de l'attractivité. Donc, des séquences évaluatives, par exemple, où il y a un petit challenge, des compétitions. On fait, voilà, les gens répondent derrière leur ordinateur et puis on sait qui a répondu le plus vite, qui a répondu à la bonne question, dans quel temps, avec un petit classement. Voilà, j'ai 6 personnes derrière leur PC, j'ai mon classement, j'ai les 3 premiers. Enfin, voilà comment créer un petit peu cette situation. Je veux bien que tu passes à la suivante. Ouais, juste avant, peut-être j'avais une question là, sur la partie évaluation. Tu disais en introduction qu'il y avait un lien entre la capacité à exercer sa mission ou son métier, etc., et une évaluation qui est faite en général en présentiel. Oui. Et on est sûr que voilà, qu'on délivre une certification, entre guillemets, qui permet d'effectuer ces tâches en toute sécurité ou ce genre de choses-là. Dès lors que tu transposes en distanciel et en digital, comment vous avez traité cette délivrance d'attestation de capacité, on va dire, pour faire simple? Alors, il y a eu une grande question, c'était beaucoup des formateurs d'ailleurs et des concepteurs, c'était de se dire, mais si j'évalue à distance, comment je sais que celui qui répond, c'est bien mon stagiaire? Donc je trouve que cette question, elle était un peu déplacée pour moi parce que quand les gens viennent en formation, en général, c'est pour apprendre des choses. Donc, je suis plutôt dans cet état d'esprit, moi. Et je leur dis, mais je ne vois pas pourquoi ils le feraient faire par quelqu'un d'autre. Et puis, il faut que j'ai quelqu'un sous la main et quelqu'un qui ait les compétences. Donc, si je suis dans une séquence de formation, donc ça a été vraiment une des questions et de se dire, voilà, est-ce que c'est recevable? Et ce qu'on a fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on avait évalué d'habitude. Donc, je fais un questionnaire, je fais répondre à des questions. On va faire la même chose, mais on va le faire. Nous, on a utilisé Forms, par exemple, parce que c'est un outil qu'on avait à disposition. Les gens se connectent, ils sont identifiés, ils se connectent, nous, avec un identifiant interne. On les reconnaît, on sait que c'est eux qui sont connectés. Ils répondent aux questions, ils valident. Une fois que c'est validé, on récupère le contenu. Et donc, on a une trace et on a un résultat d'évaluation avec une traçabilité suffisante pour notre partie sécurité, par exemple. Et on travaille, nous, beaucoup avec une entité qui s'appelle l'Établissement public de sécurité ferroviaire, qui, eux, sont très, très regardants sur comment on réalise les formations, comment on évalue les collaborateurs. Et donc, cette démonstration-là, elle était tout à fait recevable. Donc, on a eu aussi cette complexité à se dire, est-ce que ce qu'on met en place, c'est conforme aux exigences attendues sur des formations spécifiques. Voilà. Donc, on l'a fait sous cette forme-là. D'accord. J'espère que ça répond à ta question, Christian. Oui, parce que c'est, en l'occurrence, sur des métiers particuliers, déjà pour avoir collaboré plusieurs fois avec le groupe SNCF sur des sujets de sécurité, d'alerte radio, de procédure, etc. C'est ultra réglementé. C'est ce qui fait qu'on peut prendre le train en toute sécurité, que ça déraille jamais, et qu'il n'y a pas d'accident, etc. Et tout ça, c'est des formations régulières et l'assurance que les gens détiennent bien les compétences. Ta question, elle va faire le lien avec la slide suivante. C'est bien aussi. C'est que on a une vraie contrainte sur ce type de formation. C'est qu'on a une obligation de faire une évaluation théorique et une évaluation pratique. Et là, dans mon écosystème pédagogique, en bas à gauche, j'ai les limites. Et les limites, elles sont arrivées à ce moment-là. C'est que quand je dois faire une mise en situation, quand je dois faire un exercice pratique, je ne peux plus le faire en classe virtuelle. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être dans un environnement concret, on va dire, et de faire réaliser des tâches et d'évaluer mon stagiaire vraiment sur comment il réalise la tâche. Donc là, on est vraiment dans les limites de l'exercice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais on va pas s'arrêter
sur notre démarche à cause de la contrainte, comment on peut faire pour avancer. Et on s'est dit, pendant toute la période où on est confiné, on va consacrer toute notre énergie sur faire toutes les parties théoriques et on les fait, on les réalise, on évalue et on les valide. Et une fois qu'on a validé ces parties théoriques, on se disait qu'on allait sortir à un moment du mode confinement, même si c'était 2 mois après, et se dire on consacrera toute notre énergie après pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire, parce qu'un exercice pratique sur une tâche, sur un train par exemple, la faire en classe virtuelle, c'est très compliqué. Il y a des possibilités qui ont émergé par rapport à ce questionnement. Tu l'évoquais tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas encore très, très développé, c'est la réalité virtuelle. Donc, c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire réaliser certaines mises en situation ou exercices pratiques en virtuel. C'est donc des choses, on a des réflexions là-dessus, on y travaille. Pareil, s'il faut qu'on le fasse valider par nos auditeurs, hein, parce que là, on n'a pas la latitude à le faire, mais c'est des choses qui sont à l'étude et qui peuvent être envisagées. Donc, voilà, j'ai commencé par les limites sur les contraintes et les atouts parce que c'est vraiment quelque chose où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue? On continue quand même. On va pas s'interdire de faire parce qu'on a une contrainte spécifique. Donc, les limites, c'est surtout ça dans la formation à distance. C'est tout ce qui est mise en situation, exercice pratique. Et aujourd'hui, donc on a eu la situation d'urgence que je vous explique là, mais aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté dans la formation à distance parce que c'est quelque chose qui a bien pris. Et là, à chaque fois qu'on a eu un besoin de réaliser une nouvelle formation, on se pose la question sur est-ce que c'est réalisable ou pas. Et on s'est aperçu qu'il y a certains sujets et certaines formations qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à faire à distance. Ne serait-ce que les parties pratiques, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Au niveau des atouts, il y a beaucoup de solutions existantes. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées en termes dans le monde digital. Hein. On a plein d'outils qu'on peut utiliser, des jeux pédagogiques. Alors, si on veut vraiment varier nos méthodos, il y a plein d'outils possibles. Je vous disais tout à l'heure de faire des évaluations en posant des questions, des compétitions, ainsi de suite. Nous, il y a quelques outils qu'on utilise là-dessus. Il y en a un qui s'appelle Kahoot. Hein. Je ne sais pas s'il est connu, mais c'est quelque chose qui marche très bien et qui est très, très apprécié par les stagiaires. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser en présentiel et en distanciel. Ça marche plutôt bien. On utilise un des grands outils qui est pas mal connu, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est les outils de Klaxoon. Avec toute une partie vraiment de construire des parcours pédagogiques interactifs, du brainstorming. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités qui sont offertes à ces outils. Et l'avantage, c'est que, pareil, on peut les utiliser et en présentiel et en distanciel. Donc ça, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, ce genre d'outils. Je cite ces deux-là, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. C'est très, très intéressant pour nous parce que je peux les utiliser dans différentes modalités, et en présentiel et en distanciel. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est un peu aussi ça nous a amené, tous ces outils ils ont beaucoup émergé avec le distanciel et on s'est aperçu on pouvait aussi les utiliser autrement. Alors, une des thématiques, c'est le bouleversement des interactions, parce que alors ça, c'est et des contraintes et des atouts. Là, c'est tout est un peu lié. Alors, un des grands atouts que tout le monde a vu, c'est qu'on ne pouvait plus se déplacer. On a trouvé des solutions pour éviter les déplacements. Je peux vous garantir que c'est des choses très, très importantes. Je vous donne un exemple. Quand on forme des managers, le manager, il n'a jamais le temps. Et au manager, si je lui dis il faut que tu viennes passer une journée dans une salle pour faire une formation, ça veut dire qu'il faut qu'il parte la veille, ça veut dire qu'il va rentrer le lendemain.
Ça veut dire que pendant une journée, il n'est pas sur son activité. C'est très, très embêtant pour eux. Et quand on leur propose des modalités distancielles où tu vas prendre 2 heures dans ton emploi du temps aujourd'hui et pendant 2 heures, tu vas te connecter, on est en mode synchrone, tu vas faire une formation, tu vas la faire à distance, on va te faire des activités, tu vas faire du travail en sous-groupe, voilà, comme si tu étais en salle, mais tu as pu être déplacé. Alors ça, c'est l'atout vraiment extraordinaire qui vraiment plaît à tous. Ça plaît aussi beaucoup, et Christian, je crois que tu parlais de budget tout à l'heure, éviter les déplacements, franchement, ça a parlé aussi à beaucoup, beaucoup de monde. Alors, chez nous, c'est à double tranchant d'éviter les déplacements parce qu'on est quand même une entreprise de transport. Donc, on se dit que si les gens arrêtent de se déplacer, ça ne va pas être très, très bon pour nous. Et là, on s'en est aperçu pendant la crise. Les interactions, donc apprenant, formateur, outil, ça a été quelque chose à mettre en place, c'est-à-dire l'interaction apprenant, formateur qui était vraiment du direct en présentiel et qui est vraiment ce qui existait. Donc, il est devenu avec un écran interposé. Donc ça, il a fallu et rassurer l'apprenant et rassurer le formateur et développer la compétence du formateur en disant attention, tu ne vas pas animer comme tu animes en présentiel. Donc, c'était assez compliqué. J'y reviendrai dans la partie préco derrière, parce que c'est des choses importantes. Et puis, les outils, faire le bon choix d'outils, quelque chose qui fonctionne. Attention à ce que quand je monte une formation à distance, il faut que mon apprenant en face, il ait l'équipement. Et ça rejoint tout de suite le pavé d'en dessous où j'ai mis attention à la technologie. Dans les bouleversements des interactions, il y a quelque chose qui a émergé vraiment de ces modalités, c'est le social learning. C'est je récupère l'adresse mail de celui qui s'est connecté parce qu'on fonctionnait beaucoup avec les identifiants des gens, leur adresse mail. Et puis, la mise aussi à disposition de matériel pédagogique sur de la plateforme. Ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose ils pouvaient continuer après la formation à aller chercher des infos, à communiquer entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et pareil, on s'en est servi aussi pour se dire, mais même quand on est en présentiel, ça, c'est important et il faut qu'on le mette en place. Donc, nous, on utilise un outil qui s'appelle Yammer et on crée des communautés quand il y a des sessions de formation et autant à distance que autant en présentiel. J'ai mis gamification parce que la formation à distance, il faut qu'elle soit ludique. Il faut vraiment que ce soit, faut qu'ils y trouvent un vrai intérêt et puis qu'ils y aillent avec plaisir. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis attention à la techno. Alors là, c'est le point un peu délicat. Donc que tout le monde soit bien équipé. On est dépendant de bandes passantes des fois, et ça peut être très, très embêtant. Pour ça, j'ai mis les connexions. Un exemple, la première qu'on a fait, le matin, ça se passe très bien. L'après-midi, plus de réseau. Voilà. Et là, il n'y a pas de solution. Et ça, c'est très, très compliqué. Alors, on a trouvé une alternative, c'est de faire la classe virtuelle, tout ce qui est image par l'ordi et par le réseau, et le son par téléphone. Bien sûr, il ne faut pas être en téléphone IP, parce que sinon, on est dans les mêmes problématiques. Mais ça marchait plutôt bien, parce que si un stagiaire perdait l'écran, il avait toujours la voix du formateur et il pouvait l'arrêter et lui poser la question. Je veux bien que tu passes à la dernière. Voilà, donc sur les précos, donc comme je vous disais, c'est nouveau. Donc l'animation, c'est quelque chose de primordial. Les compétences du formateur. On a des formateurs, nous, qui ont adhéré, qui s'y sont mis, qui ont bien trouvé leur place et qui ont réussi à le faire. Ce n'est pas évident pour tous les formateurs. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution dans le monde de la formation. Et j'ai mis en deuxième point, c'est gommer les contraintes techniques. Les précos, nous, c'est de mettre 2 personnes. Une personne qui est vraiment sur la pédagogie et sur l'animation de la formation, et une autre qui est plutôt sur la partie technique et je réponds aux questions. C'est-à-dire, il y a toujours un stagiaire qui a un problème, je n'ai pas le son ou ma vidéo ne marche pas. Voilà. Et donc, on soulage celui qui fait l'animation de ces contraintes-là.
autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours possible. Bien étudier la faisabilité. Donc, c'est comment je vais réaliser ça, c'est est-ce que mes durées sont adaptées, toujours avoir en tête la capacité d'apprentissage de celui qui est en face. Parce qu'il faut que je propose des contenus qui soient quand même adaptés à ma cible. Ce n'est pas forcément évident de se dire je vais passer beaucoup de messages à travers un écran. Donc, voilà, cette étude-là, elle est vraiment très, très importante. Et puis, l'adaptation des contenus, c'est primordial. Le choix des modalités, la pédagogie qu'on va adapter, bien sûr. Et le premier point que j'ai mis, c'est la modularisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille de plus en plus. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance en formation qui est de dire il faut que je fasse une formation à la carte individualisée. Ça ne peut passer que par de la modularisation. Alors, je vais dire peut-être à l'extrême, mais c'est vraiment la vraie bonne solution. Et ça permet de faire des petites séquences pédagogiques. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la classe virtuelle, mais on travaille maintenant sur d'autres modalités. Il y a plein de choses qui émergent, le tuto, des capsules vidéo. Ça, c'est aussi des nouvelles méthodes qui permettent de développer les compétences de nos collaborateurs d'une façon facile, sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Voilà. Je crois que j'ai tenu mon timing. Très bien, oui, non, mais bon, on n'a pas vu le temps passer, donc c'est que c'était passionnant. Je suis assez d'accord, hein, ça fait sur notamment la modularisation et ce découpage, cette granularisation en petites séquences courtes avec un seul objectif à la fois. C'est ce qu'on préconise, nous, depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que nos outils comme Virtual Training Suite permettent de faire notamment. Il n'empêche que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le sujet et qui veut en faire le tour, il va falloir qu'il enchaîne un certain nombre de granules, en l'occurrence, parce qu'on ne peut pas non plus imaginer transférer un maximum de compétences en 3 ou 5 minutes. Mais pour autant, du coup, c'est à son propre rythme et ça permet à ceux qui connaissent déjà une partie du sujet de prendre à la carte, comme tu dis. Effectivement, un des points majeurs, je pense, dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'ingénierie pédagogique, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour développer et renforcer les compétences de mes collaborateurs, c'est de découper au maximum dans mon référentiel de compétences sur une compétence particulière. Qu'est-ce qui me permet d'atteindre cet objectif-là? Et ça, je le découpe en autant de sous-objectifs possibles, de sorte à granulariser un maximum. C'est ça. Et pour répondre à une espèce de boîte à outils à la disposition et de l'apprenant qui va venir faire du pick-up dedans de ce qui l'intéresse. De la même manière, la boîte à outils va servir à un formateur en live, en fait, en présentiel, créer son discours, en fait, et préparer sa formation en fonction d'un profiling ou d'un test d'entrée, par exemple, ce genre de choses-là. Et ça permet de capitaliser. Et quand il y a des modifications, qui plus est, à faire, ou des évolutions à faire sur telle ou telle partie, eh ben, c'est beaucoup plus simple de modifier un simple grain pédagogique que tout un module. Donc, et ça coûte moins cher, Christian. Et évidemment, ça coûte moins cher aussi, absolument. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, un petit peu quand même, pour quelques questions. Alors, je ne sais pas qui gère l'arrivée des questions. Si c'est Eden. Ils peuvent les poser directement. Voilà, sinon, vous ouvrez vos micros et puis on vous écoute. On essaye de répondre en tout cas. Oui, vous pouvez activer votre micro, oui. Sauf s'il n'y a pas de questions. Moi, j'aurais bien, Xavier Boissonnet, merci, c'était très, très intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de vécu. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un petit peu sur les aspects gamification dans la formation? Sur les aspects, pardon, je n'ai pas entendu. La gamification.
On a intégré dans certaines séquences, donc Christian en parlait en fin de classement, on avait du serious game. On a intégré dans certaines séquences du serious game. Pourquoi? Parce que ça répondait à deux choses. Une partie un peu ludique, parce que ça, on avait vraiment besoin de le faire. Aujourd'hui, on est vraiment en train de bannir de nos formations et présentielles et distancielles tout ce qui est méthode expositive descendante qui ont pour nous aucune valeur ajoutée. Faire venir quelqu'un dans une salle pour écouter quelqu'un qui lui récite quelque chose, il n'y a aucun intérêt pour nous et ça, on est en train de le bannir. Par contre, faire venir quelqu'un dans une salle et l'accompagner sur faire des exercices, et donc le serious game est quelque chose de très intéressant par rapport aux mises en situation. C'est plutôt là-dessus. Et par rapport à la problématique de mise en situation et d'exercice pratique, même si aujourd'hui, nous, on a une obligation d'évaluation pratique en vrai, hein, aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation d'évaluer autrement que sur le terrain. Par contre, pour exercer, on a trouvé que c'était des solutions intéressantes. On avait travaillé avec Serious Factory, par exemple, sur la réalisation de séquences de manœuvres de train qu'on a fait en Serious Game. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça met tout de suite nos opérateurs en situation, même si ce n'est pas dans la vraie vie. Et on s'est aperçu que le fait que, en plus, ce qui est bien avec le Serious Game, c'est qu'on peut se tromper puis recommencer. Donc ça permet vraiment d'acquérir des compétences. Et on s'est aperçu qu'une fois qu'ils avaient fait ça, quand on les amène sur le terrain après pour les évaluer, ils ont vraiment une posture différente. Moi, la vraie plus-value du serious game, hein, en termes de gamification, c'est je joue, je peux me tromper, je peux faire une erreur, c'est pas grave, je m'arrête et je recommence. Parce que l'objectif, vraiment, c'est vraiment ce qu'on se fixe nous en formation professionnelle, c'est qu'il faut impérativement que le stagiaire, quand il sort de sa formation, on veut juste une chose, nous, c'est qu'il sache faire. C'est vraiment ça. Eh bien, si y en a un qui le réussit en 3 fois, ben, tant mieux. Et s'il y a un autre, il lui faut 6 fois pour réussir, il fera 6 fois. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse. Et là, on a une vraie plus-value du serious game par rapport à ça. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, nous remercions chaleureusement David et Christian pour avoir présenté leurs expériences, leur vécu. C'était très intéressant d'avoir du terrain, évidemment. Si vous avez d'autres questions, voilà leurs coordonnées. Et pour nous, eh bien, on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire présenté par le Suresnes Business Club. Et pour ceux qui sont de Suresnes, nous vous invitons, si vous n'avez pas déjà fait, à adhérer au club. Voilà. Merci, à très bientôt et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.